Et donc, en fait, je pense que le plus important, déjà, c'est de bien, enfin, c'est vraiment le cœur de mes recherches, de toute façon, depuis 25 ans, mais de bien distinguer élevage et production animale. Donc, production animale, que moi je décris comme les rapports de travail industriel qui ont été construits au XIXe siècle, conceptualisés au XIXe siècle et mis en pratique après la Seconde Guerre mondiale, un rapport de travail industriel aux animaux, c'est-à-dire où les animaux sont des choses industrielles ou des machines, comme le disaient les zootechniciens du 19e, hein, les animaux sont des machines, pas par nature, parce que bon, ils savaient bien que les animaux n'étaient pas des machines en vrai, mais par destination, parce que c'était leur fonction économique. Et donc, mais ça, c'est très important, et je pense que dans les critiques actuellement de l'élevage industriel, comment cet aspect historique, enfin, et la construction de l'animal comme machine ou comme objet industriel, elle disparaît très souvent. Et on a l'impression que tout ça est né après la guerre pour faire face à la pénurie, etc., à la modernisation. Bon. Enfin, moi, j'ai vraiment montré dans mes travaux que c'est faux, que la conceptualisation de l'animal comme objet industriel elle date du milieu du 19e siècle avec la naissance de la zootechnie, et que depuis, en fait, on est dans des rapports de force entre l'élevage historique, un rapport de travail aux animaux inscrit dans le fil de la domestication, et les productions animales. Alors, j'appelle les productions animales parce que les zootechniciens de l'époque appelaient ça la production animale. Mais en fait, après la Seconde Guerre, on voit bien que c'est des productions animales concurrentes entre elles, les volailles, les poulets, les veaux de batterie, enfin, voilà, toute cette machinerie industrielle, en fait, c'est des filières concurrentes entre elles. S'il y a la grippe aviaire, eh ben, tant mieux pour les cochons. S'il y a la peste porcine, eh ben, tant mieux pour les volailles industrielles. Enfin voilà, donc moi j'appelle ça les productions animales. Et c'est un rapport de travail industriel aux animaux où l'animal est un objet industriel et il n'est que ça. Et une relation de travail avec eux, avec les animaux, vise à produire des profits. Voilà, et point barre, il y a rien d'autre derrière. L'objectif, c'est vraiment le profit, et ça depuis le 19e. Hein. C'est vraiment les zootechniciens du 19e qui ont inventé cette discipline, la zootechnie, et qui ont dit que d'une part, l'animal était une machine, voilà, comme un haut fourneau, et d'autre part, en fait, son existence n'était vouée qu'à la génération du profit, des exportations, enfin de l'économie, voilà. Et donc, voilà, depuis le 19e siècle, à plus forte raison après le 20e, on est en fait, mais ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner, dans un rapport de force entre cette industrie des productions animales, qui est ultra dominante hein, aujourd'hui, voilà, mais qui a commencé sa domination au milieu du 19e siècle, et l'élevage. Alors, l'élevage, j'entends que ce qui reste de ce qu'en ont fait les productions animales. C'est pour ça que, par exemple, le terme élevage industriel, dont moi je dis que c'est un oxymore qui ne veut rien dire, hein, parce que soit on élève les animaux, soit on les produit, mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Donc, ce terme d'élevage industriel qui est utilisé tout le temps par tout le monde, en fait, il met bien en évidence cette contradiction, justement, entre le fait d'élever les animaux et le fait de les produire, et qu'on est bien dans deux mondes différents. Donc l'élevage, l'élevage, c'est-à-dire bon, au 19e siècle, c'est les relations de travail des paysans et leurs animaux. Quoi. Voilà, 90% de la société est rurale. Voilà, mais on est au 19e siècle à une époque justement d'urbanisation, de transformation industrielle de la société, à un moment où les paysans quittent leurs fermes pour aller s'enrôler dans les usines, et à un moment donné où les animaux aussi quittent les fermes pour se retrouver dans les villes, notamment les chevaux. C'est le bon exemple d'un animal prolétarisé par l'industrialisation de la société. Et donc, cet élevage, l'objectif des zootechniciens du 19e, c'est de le dissoudre en fait dans les productions animales voilà, en disant que l'élevage, c'est ce qu'ils disent que c'est. Quoi. Voilà, l'élevage, c'est eux qui disent ce que c'est, et ils disent que c'est produire voilà, utiliser la machine animale pour produire. Donc ces rapports de travail des paysans et leurs animaux, ils sont en fait dissous dans les productions animales, ce qui fait qu'après, du point de vue des théories, on se retrouve avec une théorie des productions animales et pas de théorie de l'élevage, puisque l'élevage, il disparaît en même temps que se construisent les productions animales. Donc c'est ça, moi, que j'essaye de faire depuis 25 ans, c'est de produire une théorie de l'élevage, de dire que l'élevage et les productions animales, c'est pas le même monde, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir, l'un n'est pas la suite de l'autre, contrairement à ce que
à ce qu'on entend depuis des dizaines d'années. L'un n'est pas la suite de l'autre, c'est deux mondes différents. C'est un monde qui a pris le pas sur l'autre et qui a essayé de le phagocyter et de le détruire, en fait. Donc ça me semble important parce que du coup, les rapports de travail paysans, on va dire, hein, qui renvoient à l'élevage, c'est-à-dire, alors, c'est quoi l'élevage? Enfin, moi, je définis par rapport au travail, c'est-à-dire que là, je viens de dire que la rationalité du travail pour les productions animales, c'est le profit, et la performance technique voilà, qui va générer le profit. Alors que l'élevage, ça a des rationalités multiples. Bon, je résume, hein, mais des rationalités relationnelles, de relations avec les animaux, avec la nature, des rationalités morales, c'est-à-dire que le travail avec les animaux, il est pris dans le champ moral, on ne fait pas n'importe quoi quand on est éleveur avec les animaux. Bon, un bon exemple, c'est l'abattage à la ferme en ce moment. Des rationalités esthétiques, c'est-à-dire qu'il y a un rapport aux animaux qui est de l'ordre de l'esthétique, de voir des beaux animaux, des belles cornes, des belles ci, des belles ça. C'est pour ça que certains éleveurs préfèrent telle race que telle autre. En fait, c'est pour des raisons esthétiques et puis des rationalités morales. Voilà, enfin. Donc, un ensemble de rationalités qui s'inscrivent dans le temps long de relations de domestication avec les animaux et qui font que les rationalités du travail avec les animaux en élevage, elles ne sont pas d'abord économiques, c'est-à-dire on ne s'installe pas comme éleveur pour devenir riche. En fait, on peut voilà, mettre en place une porcherie industrielle pour gagner de l'argent, acheter une villa, deux villas, trois villas, des voitures, et puis devenir patron, et puis faire travailler des salariés pour soi. Voilà, ça c'est en gros l'objectif de quelqu'un qui investit dans une porcherie industrielle. Bon, quand on s'installe comme éleveur, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas comme ça. Par contre, pour tirer un revenu, oui. Gagner sa vie avec les animaux, pour pouvoir vivre avec les animaux, voilà, produire des choses bien, enfin voilà, c'est un ensemble de rationalités comme ça, donc qui caractérise l'élevage. Alors, évidemment, avec des modalités différentes. Par exemple, si quelqu'un reprend une ferme derrière ses parents, etc. Enfin, c'est pas, c'est là les grandes tendances des rationalités en élevage. Enfin, mes travaux ont montré que c'est d'abord une rationalité relationnelle avec la nature et avec les animaux. Si on s'installe comme, voilà, comme paysan actuellement avec des animaux, bah, c'est d'abord pour des relations avec la nature, avec les animaux, encore plus si on est berger, par exemple. Et puis l'autonomie, voilà, une autonomie, la liberté, c'est un grand thème chez les éleveurs, etc. Donc en fait, on voit bien qu'on est dans deux mondes différents et que quand, voilà, quand les productions animales s'imposent comme élevage, comme voilà, c'est élevage, bah, elles font disparaître toutes ces rationalités du travail avec les animaux. D'ailleurs, on le voit bien dans les livres des zootechniciens, ce sur quoi ils s'acharnent à convaincre, à porter des arguments, c'est surtout ça. C'est sur la relation aux animaux, c'est de la sensiblerie, voilà, c'est pas viril, c'est sur l'esthétique. Voilà, qu'est-ce qu'on en a à faire que les vaches soient belles du moment qu'elles produisent? Sur la morale, parce que bon, la morale, c'est celle de la, comment, de l'engagement dans l'économie, la production pour la France, pour la nation, pour les exportations, etc., quoi. Donc voilà, donc, mais toute cette question-là, on la retrouve aujourd'hui justement dans la critique de l'élevage, parce que la critique de l'élevage, voilà, c'est ça, c'est la critique de l'élevage. Quand on entend les animalistes défenseurs des animaux, ils parlent d'élevage. Voilà. Quand le GIEC fait des rapports pour dire que l'élevage, c'est un contributeur à l'effet de serre, bah, ils parlent d'élevage sans distinguer. Et donc, évidemment, ça rend difficile la défense de ce rapport de travail particulier aux animaux parce qu'il est pas distingué de l'autre. Voilà. Alors qu'on sait bien qu'il y a une grande différence, par exemple, dans la production de gaz à effet de serre entre les feedlots américains de milliers de bovins et qui mangent des céréales et puis voilà, les vaches sur pré qui, au contraire, ont un impact positif sur l'environnement. Donc, du coup, ça met chez nos concitoyens, enfin, pour parler de l'élevage dans la société,
des complètes ambiguïtés, quoi, parce que d'un côté, ils voient des vidéos leur montrant que l'élevage, soi-disant, c'est vraiment la pire des choses. Puis de l'autre, ben, ils vont marcher, acheter des petits fromages et tout ça. Et puis de l'autre, ben, ils veulent du bien-être animal. Enfin, on leur vend du bien-être animal, que ce soit la grande distribution, les filières industrielles, l'État, etc. Et puis, ils sont pris, en fait, c'est nos concitoyens, là, entre des relations aux animaux de ferme qui sont lointaines pour eux et dont on leur dit qu'en fait, elles sont violentes et inadmissibles et pas légitimes et qu'il faudrait mieux s'en passer. Et puis de l'autre, avec des relations avec leurs chiens, leurs chats, au contraire, euh, complètement amicales, en faisant une grande... alors que, voilà, que tout ce qui, tous les discours qui sont autour font croire que ces animaux n'ont rien à voir. Voilà. Que les animaux de ferme, c'est des pauvres bêtes exploitées. Bon, puis que les chiens, bon, c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir, c'est nos amis, etc. Donc ça, c'est compliqué parce que du coup, déjà, ça laisse penser qu'il y a deux sortes d'animaux. Les animaux voilà, qui seraient nos amis et puis les autres qu'on exploiterait. Et puis que l'élevage, bah, de toute façon, ça serait vraiment pas cool. Et oui, que c'est une nuisance et que donc, bah, soit on la remplace par le véganisme, soit on la remplace par l'agriculture cellulaire. Bon, on pourra développer un peu l'agriculture cellulaire, là je ne développe pas, mais pour moi, l'agriculture cellulaire, la viande in vitro, etc., c'est vraiment la suite des productions animales. Voilà, c'est juste un changement d'extraction de la production de la matière animale. Au lieu de produire la matière animale à partir des animaux, l'agriculture cellulaire se propose de la produire à partir de la cellule dans des incubateurs. Mais en fait, bon, ça ne change absolument rien. C'est les mêmes acteurs qui sont derrière cette innovation, les mêmes acteurs qu'au 19e, les mêmes acteurs qu'au 20e. L'argent, la science et l'industrie. Voilà. En plus, sur l'agriculture cellulaire, il y a les défenseurs des animaux qui défendent cette orientation au nom des animaux. Donc, en fait, à la fois cette façon de voir l'élevage comme voilà, essentiellement une cruauté, et puis en même temps de ne pas penser comme un tout nos relations aux animaux domestiques, c'est-à-dire par exemple séparer le chien de la vache, ça rend difficile de penser l'évolution de nos relations aux animaux justement dans leur logique industrielle qui joue sur tous les animaux. Parce que si on remonte voilà, dans le fil de la domestication, les animaux, chiens, chevaux, chats, chiens, vaches, cochons, c'est des animaux domestiques, c'est-à-dire des animaux avec qui on vit voilà, depuis entre, mettons, 5000 et 10 000 ans, et avec qui voilà, on a construit les sociétés humaines. Moi, j'ai travaillé les rapports de domestication aux animaux avec à partir de deux grands pans, mais qui font du coup que moi, je ne vois pas de différence entre un chien et une vache, du point de vue de nos rapports de travail avec eux, même si leur travail est différent, leur fonction, leur travail avec nous est différent, mais les rapports de travail qu'on a avec eux, les rapports domestiques qu'on a avec eux, en fait, ils sont du même ordre. Alors, en élevage, hein, pas dans les systèmes industriels. Donc, je vois deux grands piliers de nos relations aux animaux de travail pour les comprendre sur le temps long. Le temps long de la domestication, c'est d'une part la question du travail. Ce que je viens de dire, c'est que finalement, si on met la grille du travail pour comprendre nos relations de travail aux animaux, on nous comprend nous à la fois, c'est-à-dire que les animaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, les animaux sont, depuis le 19e siècle, enrôlés dans le travail, prolétarisés pour les uns voilà, et absentés pour les autres. La question du travail. Et puis, un truc que je trouve très important depuis longtemps, c'est la théorie du don. C'est-à-dire que cette relation de domestication, on peut la penser avec la théorie du don, comme par exemple Marcel Mauss, qui est un anthropologue qui a justement produit cette théorie du don, décrit les rapports sociaux entre les humains. Lui, ce qu'il a dit, c'est que la société humaine, elle est tissée non pas par l'économie, par la cupidité, comme disent certains économistes, voilà, que c'est l'intérêt individuel qui mobiliserait tout le monde et qui construirait les sociétés à partir d'intérêts individuels qu'on créerait des intérêts collectifs. Mauss, il s'est élevé contre ça, a dit que ce qui fait le lien social, c'est le don,
à partir d'un triptyque qui dit que c'est le don, c'est donner, recevoir et rendre. Il décrit ça dans les sociétés dites primitives, mais après, il a dit, mais finalement, ça fonctionne aussi comme ça dans les sociétés occidentales. Finalement, ce n'est pas du tout la cupidité ou l'intérêt individuel qui guide les humains en société, c'est le don, c'est-à-dire donner, recevoir et rendre. Alors, il y a plein d'exemples, enfin, je ne développe pas, mais il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens, notamment, par exemple, là, dans les crises actuelles, enfin, dans l'état de la société actuelle, beaucoup de sociologues remarquent que notre société tient justement avec le don, c'est-à-dire avec les associations, avec des bénévoles, avec des gens qui donnent leur temps, leur argent pour pallier la cruauté du système économique, quoi. Alors, on le voit plus individuellement, on peut voir la question du don illustrée, par exemple, dans un truc tout simple comme un anniversaire, par exemple, où les liens qu'on tisse entre individus qui sont fondés sur le don, parce qu'il s'agit de donner, recevoir et rendre. C'est ça qui fait le lien. C'est qu'on donne, ce dimos, on donne, on reçoit, donc on reçoit le don, et après, on le rend. On donne, on reçoit, on rend, on donne, on reçoit, on rend. Et il dit c'est comme ça que tiennent les sociétés humaines sur le long terme, quoi, parce que le don, en fait, ça permet de créer le lien. Alors, l'exemple, c'est par exemple un cadeau d'anniversaire. Quand vous avez un ami, vous lui faites un cadeau d'anniversaire, la personne le reçoit, et à votre anniversaire à vous, la personne va vous offrir un cadeau aussi. La fois suivante, vous referez un cadeau. Si à votre anniversaire, la personne à qui vous avez donné, vous avez fait un cadeau à votre anniversaire, elle oublie votre anniversaire ou alors elle ne vous fait pas de cadeau, vous vous questionnez sur la relation, en fait. Vous vous dites, ma mère m'a oublié, ou voilà, ça dit quelque chose de la relation. Donc là, c'est un petit exemple banal, mais je trouve que ça illustre que justement, ce petit acte banal des cadeaux d'anniversaire, il tisse un lien durable. Voilà, c'est pour ça qu'on se fait des cadeaux, en fait. C'est parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, on dit, voilà, je tiens à notre relation. Notre relation, elle compte. C'est vrai aussi par rapport à la hauteur des cadeaux. Ça, ce que Mauss a étudié dans les sociétés primitives, évidemment, si la personne vous fait un cadeau, voilà, un certain niveau et puis que vous faites un petit cadeau merdique, ça veut dire aussi quelque chose de la relation, quoi. Donc, enfin, voilà. Et donc, moi, comment je suis venu à cette théorie du don parce que j'entendais dans mes entretiens sans arrêt les éleveurs disent les animaux nous donnent beaucoup, il faut donner beaucoup. Il parlait en fait, il disait le mot donner, donner sans arrêt. Donc je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je suis arrivé à la théorie du don. Et en la mobilisant pour étudier la relation avec les animaux domestiques, je me suis aperçu que finalement, cette théorie, elle tenait aussi pour comprendre nos relations aux animaux domestiques. Parce qu'on est bien là, quand on entend les éleveurs, effectivement, c'est l'idée, c'est que les animaux nous donnent beaucoup, effectivement, qu'on a des relations, et que l'enjeu, c'est de donner à la hauteur de ce que donnent les animaux. C'est pour ça qu'il y a des éleveurs qui disent, par exemple, voilà, on n'est plus à la hauteur des animaux, ou nos concitoyens disent, ne le disent pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, qu'on n'est pas à la hauteur des animaux. C'est ça. Ne pas être à la hauteur, ça veut dire ne pas être à la hauteur du don que font les animaux ou que font quelqu'un. Et donc, ça, c'est important pour comprendre, déjà, pourquoi les éleveurs, comme nos concitoyens, sont choqués, heurtés par la violence des systèmes industriels. C'est parce que là, c'est manifeste qu'en fait, ces animaux, déjà, on ne rend pas à la hauteur de ce qu'ils nous donnent, puis même du tout, on ne leur rend rien du tout parce qu'on est d'une violence inouïe envers eux, quoi. Mais en élevage paysan, c'est aussi un enjeu d'être à la hauteur du don. Et ça aussi, on le voit bien dans la question de l'abattage à la ferme. Pourquoi les éleveurs veulent abattre des animaux dans des conditions respectueuses, etc. C'est parce qu'ils savent bien que là, on prend la vie de l'animal. Donc, c'est le don ultime de l'animal. Donc, on ne va pas le prendre comme il est pris actuellement dans des abattoirs qui n'ont ni respect, ni compassion, ni rien. Prendre la vie d'un animal, c'est le don ultime qu'il fait et qui justifie qu'on a passé notre vie d'ailleurs à son service. Que quand on est éleveur, si on s'engage pour les animaux, parce qu'on sait qu'on prend beaucoup aux animaux, on sait qu'ils donnent beaucoup, et on sait que pour être à la hauteur, il faut quand même faire pas mal de choses pour être à la hauteur de ça. Donc voilà, ça permet je pense, la théorie du don, elle permet de comprendre
Voilà pourquoi, quand on est éleveur, en fait, on est tellement engagé pour les animaux et on essaye vraiment de faire pour eux, pour qu'ils soient bien, pour pas, etc. Et donc, si on articule avec cette théorie du don avec la théorie du travail, sur les rationalités du travail dont j'ai parlé, eh ben, en fait, ça permet de comprendre l'élevage, à la fois du point de vue du temps long de la domestication, et puis ça permet de bien situer justement l'élevage dans euh, les rapports, les rapports aux animaux de ferme avec les autres animaux domestiques, parce que par rapport au chien, au chat, un chien, c'est un animal domestique, en fait. Je le dis souvent dans les débats publics, mais moi j'ai été éleveuse de brebis, qu'est-ce que je faisais avec mes brebis? Bah, je leur donnais à manger, enfin je les emmenais pâturer, je leur mettais de la paille, je leur assurais l'eau, la nourriture, etc. Je faisais attention à elles, je les soignais quand elles étaient malades. Là, j'ai un chien, qu'est-ce que je fais avec mon chien? Exactement la même chose. Sauf que comme j'ai qu'un chien, bah, je n'ai pas besoin pour avoir un revenu de faire travailler mon chien. C'est moi, au contraire, c'est mon travail qui entretient la relation. Alors quand on est un troupeau de vaches, à moins d'être rentier, on ne peut pas entretenir un troupeau de vaches si les vaches ne contribuent pas au revenu. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a un rapport économique avec les animaux, c'est parce que la condition de la vie avec eux, bah, c'est qu'ils contribuent au revenu, qu'une vache elle produise un veau, qu'une chèvre elle produise du lait, et puis que grâce à elle, on puisse euh, faire durer la relation et que ça assure notre survie économique et la leur, quoi. Enfin, et du coup, la relation, quoi. Donc, c'est ça la grande différence avec un chien, mais en même temps, sur le fond, la relation affective, morale, esthétique, elle est la même. C'est des animaux domestiques, des animaux avec qui on travaille. Ils ne produisent pas la même chose. Il y en a qui produisent comme les chevaux, ils produisent des services, ou de la viande d'ailleurs, ou des services ou des biens alimentaires. Enfin voilà, c'est pas ce qui est important du point de vue des rapports aux animaux de ferme, c'est de dire que c'est des rapports qui sont des rapports domestiques comme les autres, sauf que voilà, le travail qui est demandé à l'animal, c'est un travail de production de biens alimentaires, de lait, de viande, etc. Ce n'est pas un service, voilà, comme ça peut être pour le cheval ou le chien. Mais les rationalités qui sont derrière, en fait, c'est les mêmes. Et ça explique que pour nos concitoyens, voilà, la question du respect des animaux, pas pour bien-être animal, ce terme est galvaudé, mais derrière, il y a la question du respect des animaux, et soit si importante. C'est parce que voilà, on a envie d'être à la hauteur des animaux, on a envie de ne pas être des salopards à leur égard, quoi, qu'on soit éleveur ou un concitoyen. Et donc derrière, voilà, il y a la question de qu'est-ce qu'on produit. Donc voilà, le travail et le don, qu'est-ce qu'on produit ensemble et sur le temps long, qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on prend aux animaux, qu'est-ce qu'on leur donne, etc. Alors, dans la situation actuelle, en fait, on voit bien qu'on est en fait, dans une espèce d'impasse par rapport à l'élevage. Alors l'élevage, hein, je le redis, c'est l'élevage, il est actuellement et depuis le 19e siècle dans un rapport de force avec les productions animales. Et des collègues qui travaillent sur la coexistence des systèmes, on entend beaucoup dire, les industriels, mais c'est caricatural, il y a plein de systèmes d'élevage en France, blablabla. Bon, moi je dis c'est faux. Il n'y a pas 36 000 systèmes si on regarde du point de vue des rationalités du travail. Un système d'élevage, à quoi il sert? Est-ce qu'il sert à créer des liens avec les animaux, avec la nature, avec les consommateurs? Est-ce qu'il sert à donner un revenu à quelqu'un pour un travail avec des animaux sur les territoires, etc., alimentaire? Ou est-ce qu'il sert à remplir les poches des actionnaires? Voilà, c'est assez simple quand même si du point de vue du système, hein, parce que du point de vue des gens eux-mêmes, j'ai beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, du point de vue des gens eux-mêmes, évidemment, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi facile en soi. Puis je le sais d'autant plus que j'ai travaillé dans les porcheries industrielles, ce n'est pas aussi facile. Il y a le système de production qui est décrit comme je le décris, puis il y a les personnes qui travaillent dedans, qui, eux, peuvent être complètement en contradiction dans leurs sentiments, dans l'idée qu'ils se font du travail avec les animaux, avec le système de production, ce qui provoque de la souffrance au travail, parce que j'ai travaillé en production porcine. Et donc, quand on est éleveur, voilà, quand un système d'élevage, et quand on est éleveur, en fait, on est
on est dans un fil historique, voilà, de rapport de travail aux animaux qui a survécu en fait à la domination des productions animales. Donc, en fait, les éleveurs, là, de mon point de vue, c'est des survivants. Même les néo-ruraux qui s'installent, etc., ils sont dans un fil qui a survécu à quelque chose qui voulait les détruire et qui n'a pas fini. C'est-à-dire que les productions animales elles restent centrées sur leur domination. J'ai récemment eu un débat avec Madame Lambert de la FNSEA et tout ce qu'elle dit montre bien qu'en fait, elle cherche une position hégémonique, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas une part du gâteau, ils veulent tout le gâteau, et ça depuis le 19e siècle. Après, il y a l'agriculture cellulaire qui vise à prendre, émergente, qui vise à prendre la place des productions animales industrielles, mais aussi de l'élevage tout court. Enfin, il y a les défenseurs des animaux qui veulent détruire l'élevage, c'est clair, c'est parce que l'élevage c'est mal, on tue les animaux, etc. Donc, voilà, ça fait beaucoup d'adversaires pour l'élevage. Puis il y en a un qui est très très puissant et depuis le 19e siècle, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État, depuis le 19e siècle, voilà, il a choisi son camp, on va dire. De toute façon, comme le 19e siècle, c'est l'émergence du système capitaliste, évidemment que l'État ne va pas défendre des systèmes qui justement ne rentrent pas dans ce que j'ai décrit de la génération du profit, de l'industrialisation, etc. Mais donc, on retrouve ça au 19e siècle, la puissance de l'État contre l'élevage, et on la retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, très fortement, là, il y a les questions de biosécurité, l'histoire de grippe aviaire, voilà, peste porcine. Là, récemment, j'étais engagé dans la défense d'un élevage de vaches dont tout le troupeau a été abattu pour cause de brucellose, alors qu'il y avait une seule vache qui avait la brucellose. On n'a rien pu faire. Alors que bon, vraiment, on a mobilisé beaucoup. On a eu 90 000 personnes sur un site de pétition, des rendez-vous avec les préfectures, etc. Enfin, rien obtenu. Il y a une puissance de l'État à imposer ces vues au nom des procédures, du sanitaire, etc. Et là, par exemple, on est en train d'écrire une tribune avec des collègues qui doit apparaître, je pense, bientôt à propos de l'élevage plein air et de la biosécurité. C'est évident que là, les questions de biosécurité appliquées à l'élevage plein air de volailles ou de porcs, elles sont une attaque directe contre ces élevages, en fait. Puisque si on oblige un éleveur plein air, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans ce cas de figure, à finalement de biosécurité plutôt qu'en termes de vie, à la nature, etc., évidemment qu'on flingue complètement son système, quoi. Donc voilà, ça voilà, l'élevage, il est confronté à ça. Alors, je redis, hein, il y a des choses importantes en élevage. Quand on parle d'élevage, c'est d'utiliser le mot élevage. Bon, maintenant, pour préciser, moi je dis élevage paysan, mais en fait, dans ma tête, c'est élevage tout court. Ou élevage ou production industrielle, structure industrielle, enfin production animale, bien distinguer les deux. Et puis mettre en évidence sa fragilité, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment important que nos concitoyens ils se rendent compte que les systèmes d'élevage paysan qui existent actuellement, ils ont survécu à 150 ans d'industrialisation. Ça ne va peut-être pas continuer comme ça avec l'agriculture cellulaire et si l'État continue à jouer contre le camp des éleveurs paysans. Alors après, il y a toute la question, je pense, de l'éducation des enfants, etc. Puisqu'on voit que l'éducation des enfants et des jeunes, puisqu'on voit, enfin moi je le vois dans ma famille, des collègues, etc., ou dans les débats publics, il y a énormément de jeunes qui sont imprégnés des théories animalistes et qui, comme ils ne connaissent pas du tout les rapports de travail aux animaux, et justement, ils ne font pas le rapprochement entre les vaches et leur rapport à leur chien ou à leur chat, s'imaginent que c'est des choses qui n'ont rien à voir, et ben voilà, entrent dans un système de pensée critique de l'élevage et voilà, ils deviennent végétariens ou prétendent qu'ils sont véganes, etc.
en tout cas, refusent de manger de la viande. Et je pense que là, enfin, je le vois, moi, là, tout le temps, enfin, le discours contre la viande est complètement saisissant, quoi. C'est incroyable que la viande devienne à ce point un objet de critique médiatique et sociale après avoir été, au contraire, un vecteur de, comment, de bien-être et de distinction sociale, quoi. Manger de la viande, c'était quelque chose... Parce qu'après la guerre, on a poussé les consommateurs à manger de la viande, à boire du lait, etc., pour produire. C'est-à-dire, on produisait beaucoup, il fallait que les gens mangent cette production. Aujourd'hui, il ne faut plus produire beaucoup. Et puis, il y a d'autres systèmes comme l'agriculture cellulaire qui se met en place. Donc, voilà, faut que notamment la viande, elle entre dans une critique. Alors, derrière la viande, évidemment, hein, il y a... Enfin, la viande est rien, ce que je dis dans les débats publics, c'est pas la viande. La viande, c'est des produits animaux. Il faut parler des produits animaux, pas de la viande. La viande, bon, quand on sait que la majorité des produits laitiers de la viande est issue de la production laitière, c'est ridicule de se centrer comme ça sur la viande. Et pourtant, c'est ce qu'on voit dans les magazines, à la radio. Là, j'ai entendu ces 2 jours derniers des gens porter une critique de la viande, d'ailleurs complètement ridicule, enfin morale, quoi. Voilà, la viande c'est mal. Voilà, bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis ils ont le droit de le dire à la radio et de le répéter. Donc voilà, il y a ce rapport de force historique entre l'élevage et les productions animales qui s'est fait évidemment au détriment de l'élevage, hein, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et puis maintenant, dans la société où on est, avec le changement climatique, etc., voilà, l'élevage, c'est un bouc émissaire de cette évolution. Et puis, il y a des enjeux, voilà, de transformation des systèmes alimentaires. Et moi, je pense que l'agriculture cellulaire, qui n'existe pas actuellement, qui est en émergence, mais elle est un acteur majeur de tout ça pour remplacer l'élevage et les systèmes industriels. Voilà. Donc, on est dans cette situation où nos concitoyens, et notamment les enfants et les adolescents, en fait, ils ne comprennent pas grand-chose. Voilà, parce que si on est sur les réseaux sociaux, qu'on regarde les vidéos des associations, bon, bah, tout ce qu'on voit, c'est que nos rapports aux animaux de ferme, c'est vraiment violence et compagnie. Et que donc, bah oui, je deviens végétarien, bah oui, mais même je deviens végane. Donc, chez les enfants, bon, en plus que les animalistes ont une puissance médiatique énorme en direction des écoles. Enfin, moi, je peux le voir, hein, les instituteurs ils reçoivent des documents animalistes et ils s'imprègnent de cette idéologie, en fait. Et comme ils n'ont pas de discours contradictoire, ben c'est assez terrible. Là, je pense que les rapports de force ils sont vraiment, vraiment difficiles pour défendre l'élevage, quoi. Enfin, je le vois parce que, justement, moi, je suis toujours en discussion pour défendre l'élevage et je vois bien que, d'ailleurs, c'est même pas, voilà, c'est difficile maintenant même d'apporter des arguments parce qu'on est dans une pensée binaire. C'est mal, c'est bien, c'est mal de tuer les animaux, mais de toute façon, ça revient à ça en boucle, quoi. Oui, mais vous tuez des animaux qui ne demandent qu'à vivre et patin couffin. Bon, voilà, si on raisonne aussi basiquement, bon, c'est un peu difficile voilà, de discuter avec des gens qui ne veulent pas réfléchir, qui veulent rester sur une position morale simpliste. Voilà, les animaux sont nos prochains, on ne tue pas son prochain, donc on ne tue pas les animaux. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, pourquoi les animaux sont considérés comme des prochains? Ben, c'est ça la question, justement. C'est comment ça se fait que les animaux ont changé de statut à ce point-là, comment qu'ils aient acquis un statut de prochain pour certains, et pour d'autres qui continuent à avoir un statut de machine. Enfin, voilà, il y a tout le côté théorie animaliste, théorie de l'éthique animale qui ont participé à changer le statut des animaux complètement d'un point de vue théorique et hors sol, quoi. Voilà. La plupart des gens qui nous disent que les animaux sont nos prochains, en fait, on s'aperçoit vite qu'en fait, ils ne connaissent pas du tout les animaux. Et on ne sait pas de quels animaux ils parlent en plus. Enfin bon. Et donc voilà, donc je pense ce sur quoi voilà, il faut vraiment insister, c'est que
nos relations avec les animaux domestiques, c'est un tout. C'est-à-dire que voilà, il y a les vaches, il y a des chiens, il y a des chevaux, il y a des cochons. On travaille avec eux, on ne fait pas le même travail, ça n'a pas le même impact sur la mort des animaux, sur leur vie ni sur leur mort, mais ce n'est pas évident qu'une vache, elle vive une vie moins belle qu'un chien coincé dans un appartement. Donc, les conditions de vie et de travail des animaux, elles ne sont pas fonction de l'espèce, elles sont fonction du travail qu'on fait avec eux et de la façon dont on travaille avec eux. Si on a une relation de travail avec un chien de compagnie à qui on demande de nous tenir compagnie, qu'on enferme dans un appartement tout le temps, voilà, on rentre le soir, enfin, voilà, ce que peut vivre des tas de chiens, de chats d'appartement, par rapport à des vaches qui seraient au champ avec des taureaux qui font leur veau, qui mangent de l'herbe, qui ruminent, qui courent, voilà, bon, qui vivent leur vie de vache. Pas sûr du tout que le chien soit avantagé dans ce rapport domestique, quoi. Donc, c'est important. Voilà, moi, je pense que la question de l'animal de compagnie en rapport à nos relations aux animaux de ferme, elle est importante. Parce que nos concitoyens, en fait, qu'est-ce qu'ils connaissent? Les chiens, les chats. Voilà. Le reste, ils ont vu ça sur des vidéos. Et donc, voilà, pour eux, mais si on le voit dans les théories aussi, dans les théories des philosophes et que cet animal de compagnie, en fait, il est sorti en fait, du rapport domestique, comme si un animal de compagnie, il avait choisi, comme là, de vivre dans un appartement. Et donc, ça, je trouve ça important. Et par exemple, récemment, là, il y a une loi qui a été votée en urgence. Je ne sais pas trop où était l'urgence, mais bon, sur la loi contre la maltraitance animale. Donc voilà, qui a fait l'unanimité, hein. C'est joli à voir que quand il s'agit de sauver des vaches, nos députés sont ailleurs, mais quand il s'agit d'interdire la vente de chiots en animalerie ou de sortir les dauphins des delphinariums, bah là, ils se mobilisent, ils votent à l'unanimité une loi contre la maltraitance animale. Donc voilà, enfin, je pense qu'on en est là, que voilà, que pour nos parlementaires, voilà, vendre un chien en animalerie, c'est plus problématique qu'abattre un troupeau de vaches pour un seul cas de bruxellose. Voilà, j'ai écrit un petit mail à Loïc de Dombreval, qui est porteur de cette loi contre la maltraitance animale, au moment où on se battait pour sauver ces vaches. Il ne m'a pas répondu. J'ai écrit 2 mails qui ne m'a pas répondu. Il m'a répondu seulement après que les vaches aient été abattues. Et en plus, un mail complètement bidon. Voilà. Enfin, donc voilà, je pense qu'il faut penser à la fois à l'élevage, soi-même en tant qu'éleveur, dans ce monde-là où il y a historiquement des rapports de force contre l'élevage, des rapports de force qui se perpétuent aujourd'hui avec l'industrie, avec l'État, mais aussi, en plus, des contradictions dans nos rapports aux animaux domestiques avec une distinction sans logique des animaux de compagnie. Alors pourquoi? Enfin, par exemple, pour les défenseurs des animaux avec qui j'ai parfois des débats et qui critiquent, voilà, qui sont abolitionnistes, qui sont véganes, voire véganes, mais qui ont quand même des chiens ou des chats. Donc si je leur dis, mais c'est quand même pas normal, si vous êtes végane, vous n'allez pas avoir de chat puisque vous critiquez la domestication des animaux, c'est de l'exploitation, c'est ci, c'est ça. Alors les vaches n'ont pas le droit d'être avec des éleveurs, les éleveurs n'ont pas le droit de vivre avec des vaches, mais vous avez le droit de vivre avec un chien. Oui, mais parce que c'est pas pareil, on les tue pas, voilà. Donc je pense que c'est ça sur quoi il faut revenir, parce que c'est faux aussi. La plupart des chiens finissent euthanasiés chez le vétérinaire quand même. Donc il y a bien un rapport à la mort aussi avec les animaux de compagnie. Donc je pense que ça, c'est un enjeu de refaire le lien entre tous les animaux domestiques et de montrer que non, les chiens n'ont pas une spécificité. Le rapport, non, voilà, s'ils ne vont pas à l'abattoir, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons du point de vue de leur production, parce qu'on n'a pas besoin de les emmener à l'abattoir pour continuer à vivre avec eux, surtout vu qu'on n'a qu'un chien ou deux, bon, c'est pas, ce qui n'est pas le cas avec un troupeau de vaches, un troupeau de chèvres, si on veut les respecter et voilà, qu'ils aient un rapport à leur monde. Donc voilà, donc je pense qu'il faut à la fois prendre ça en compte, l'évolution du statut des animaux fondée sur de l'ignorance en fait de ce que sont nos rapports aux animaux domestiques, puis la question du travail
et la question du don qui nous réunit justement tous, je pense, les gens qui aiment les animaux, leurs chiens, leurs chats, leurs chevaux, et les éleveurs. Je pense que là, cette théorie du don, elle est mobilisée par tout le monde, quoi. Et donc, ça, c'est un levier voilà, pour faire partager qu'est-ce que peut être une relation avec des animaux de ferme, quoi. Sur la domination, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'insiste sur les rapports de travail. Parce que si on transforme rapport de travail en domination, bon, bah, évidemment, on tire le rideau, il n'y a plus rien à dire. Le truc, c'est qu'en plus, il y a comment, il y a un glissement entre antispécistes, abolitionnistes, etc. Antispécistes, voilà, enfin, le fond de base de tout le reste, puisque antispéciste, voilà, c'est qu'on considère que justement, bah, les animaux sont nos prochains et qu'il n'y a pas de raison que l'être humain ait plus de place dans les rapports entre espèces que, euh, que les autres. Voilà, voilà, on ne fait pas de distinction entre espèces, mais donc c'est la base de tout le reste. C'est-à-dire que, par exemple, Gary Francione, le théoricien de l'abolition, critique de la domestication, etc., qui vit avec des chiens, il dit d'un côté, ah bah, il faut être vegan, il faut abolir la domestication, etc. Mais vous, les véganes, allez recueillir des animaux dans les refuges, là. Voilà. C'est pétri de contradictions, en fait. Alors donc, la question de la domination là-dedans, euh, elle occulte justement, c'est pour ça que je parle du travail, c'est qu'elle occulte les rapports de travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute cette mouvance est arc-boutée sur mes histoires de travail. Parce que quand on parle du travail, et j'anime une équipe qui travaille sur le travail des animaux, et moi-même je travaille avec une collègue sur les chevaux, avec le travail des chevaux, en fait, si on montre, et on le montre dans notre équipe, que les animaux, quand ils sont mis au travail, en fait, leur objectif, c'est de comprendre ce qu'on attend d'eux, de le faire du mieux qu'ils peuvent et d'en tirer des satisfactions et une vie paisible, voilà, comme c'est le cas des vaches, par exemple. Bah, évidemment, ça change le truc des rapports de domination. Et la question du travail, et le rapport de travail, il est asymétrique. Moi, je dis pas, voilà, il faut changer le terme. Ce n'est pas un rapport de domination, c'est un rapport asymétrique où effectivement, quand on est éleveur, c'est nous qui décidons si telle bête part à l'abattoir, ou qui mange quoi, ou qui est saillie par qui, etc. Effectivement, c'est un rapport asymétrique. Et dans le fil de l'histoire de la domestication, on ne le nie pas que la domestication, c'est une relation qu'on a construite, une relation de travail qu'on a construite avec des autres espèces animales. Et ça, c'est la merveille, je pense, de l'être humain, d'avoir su nouer des relations avec toutes ces autres espèces, d'avoir, voilà, capable de vivre avec toutes ces espèces animales. Alors, tout ça a été brisé par l'industrialisation, mais normalement, on pourrait vivre avec toutes ces espèces animales en bonne intelligence, en faisant des choses. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que la relation est asymétrique qu'on est dans des rapports de domination et d'exploitation. Oui, la relation est asymétrique parce que nous, on est des humains, c'est nous qui avons rassemblé ces animaux autour de nous, des espèces animales qui ont voulu vivre avec nous. Les brebis, on n'a pas été les tirer. Hein. Les espèces domestiques, elles sont domestiques parce qu'en tant qu'espèces, elles ont intérêt à vivre avec nous. Ça, les anthropologues l'ont montré. Nous, on a intérêt à vivre avec eux parce que, bah, évidemment, c'est plus facile de parcourir la Terre sur le dos d'un cheval qu'à pied, plus facile de prendre la peau d'un mouton que de mourir de froid, etc. Et les animaux, eux, en tant qu'espèces, évidemment, c'est des proies pour la plupart, donc ils ont eu des intérêts à vivre avec nous. Voilà, si on prend par la question du travail, après, c'est des rapports asymétriques. Et comme c'est des rapports de travail, l'asymétrie, elle est d'autant plus nette que nous aussi, quand on est au travail, on est dans un rapport asymétrique. Moi, je ne vais pas dire qu'à l'INRA, je suis dans un rapport de domination avec mon chef d'unité. On est dans un rapport asymétrique. Voilà. Moi, si il dit que voilà, on fait du télétravail, ben moi, je ne vais pas venir la gueule enfarinée au bureau en disant bah, non, moi, je fais ce que je veux. Non, j'ai un contrat de travail. Dans ce contrat de travail, ben, il y a écrit que je suis dans un rapport d'autorité avec la hiérarchie. Voilà, la relation de travail, c'est un rapport asymétrique, un rapport où il y a une autorité. Je pense que voilà, la relation
des éleveurs à leurs animaux, c'est ça. Et pourquoi? Parce que c'est nous qui décidons, parce que c'est nous qui avons, voilà, qui avons emmené les animaux dans le désir de faire des choses. Enfin voilà, mais c'est aussi la force de l'humain d'avoir tant d'imagination, tant de désir et tant de, voilà, de puissance. Alors ça peut évidemment être très négatif à transformer le monde. Mais du coup, les animaux, ils sont venus à nous avec ça, parce qu'on le voit pour les chiens, l'histoire de nos relations aux chiens, c'est ça, c'est que les chiens, ils sont venus à nous parce qu'ils se disent, mais c'est intéressant ce qu'ils font. Et puis on le voit, alors le chien, c'est un bon exemple, parce qu'on voit le nombre de métiers où sont engagés les chiens. Les chiens font avec nous, comme les chevaux, un nombre de métiers considérable, quoi. Mais on les oblige pas. C'est un animal qui veut pas travailler, il ne travaille pas. Ça, c'est que ce soit un cheval, que ce soit une truie, que ce soit une vache ou un chien, c'est un animal. On veut l'engager à faire quelque chose et qu'on l'engage par la force, la domination, la violence, ben, on a le minimum syndical. Hein. Et puis sur la question de la mort, effectivement, la mort, elle est tellement absentée de nos sociétés que rendre évidente la mort des animaux, c'est insupportable. Voilà, plus personne ne veut entendre parler de la mort. Là, avec le Covid, tous ces morts, voilà, les gens avaient l'air de découvrir que la mort existait, quoi. Donc évidemment, c'est dérangeant de dire, bah oui, on travaille avec les animaux et à la fin, on fait naître un veau, puis à la fin, bah oui, enfin à la fin, un veau, on le tue à tel âge, voilà, parce que c'est la condition de pérennité de la relation avec les vaches, de nourriture, de relations, d'entretien du territoire, etc. Enfin, tout ce que peut apporter l'élevage de richesse au niveau de la culture, etc. Donc c'est compliqué dans une société où la mort s'est absentée et où les gens s'imaginent qu'en fait qu'elle n'existe pas, que c'est une abstraction. C'est le cas de beaucoup des jeunes qui sont véganes ou avec qui j'ai pu discuter dans les débats publics. On voit que, alors quand on est jeune, évidemment qu'on ne pense pas à la mort, on imagine qu'on est immortel, mais c'est bien un problème qu'on ne voit plus de corbillards, qu'on ne voit plus de personnes mortes, et que quand on voit un oiseau écrasé sur le trottoir, alors là, c'est le pire de tout ce qui peut nous arriver. Donc, bon, c'est sûr qu'il faudrait reparler de la mort à l'école, reparler de l'élevage, justement. Moi, je pense qu'à la petite école, on devrait enseigner aux enfants, au lieu que les instituteurs prennent des chats, des chiens, et puis voilà. Alors, effectivement, c'est bien d'avoir un animal à l'école, mais voilà, faudrait ajouter voilà, que derrière ces animaux qui travaillent à nous tenir compagnie, il y a d'autres animaux qui travaillent à nous nourrir, et que c'est les mêmes, en fait. Voilà.